Mesdames et messieurs, bonjour et bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Le Bénin s'apprête à vivre d'intenses moments d'apothéose pour son 64e anniversaire d'accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous aurons droit, comme d'habitude, à la belle parade des forces de sécurité et de défense nationale. Mais avant, le président de la République sera au pied du monument aux dévoués pour la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbe. Nous sommes avec vous pour vivre tous ces moments solennels. Vous aurez droit à deux panels. Le premier sera exclusivement civil et le second sera consacré aux forces de sécurité et de défense nationale. Ils seront sur ce plateau pour commenter avec nous le défilé. Vous aurez également droit à des magazines spéciaux concoctés par la rédaction de Canal 3 Bénin juste pour cette fête d'indépendance. Nos envoyés spéciaux sont également sur le terrain. Ils vont nous faire vivre l'ambiance et la ferveur de cette fête d'indépendance. Et tout de suite, nous allons ouvrir le premier panel avec nos invités. Ils sont déjà bien installés. De temps en temps, nous ferons un tour sur le terrain pour vivre avec nos envoyés spéciaux en temps réel les festivités de ce 64e anniversaire d'indépendance du Bénin. Et comme vous le voyez déjà sur ce plateau, je ne serai pas seul à conduire cette émission. Je suis avec William Cliquant. Bonjour William et bonne fête à vous. Bonjour Ulrich, bonjour à tous, bonne fête à vous. Et bonne fête à tous les Béninois. Je dis aussi bonne fête à nos invités en plateau. Francis Olo-Jatalé, bonjour. Bonjour William. Bonne fête de l'indépendance. Ah mais oui, c'est une fête de fierté nationale. Bien sûr, bien sûr. Je ne vous présente plus. Analyste politique et expert en gouvernance, il est avec nous ce matin pour décrypter l'actualité de la commémoration du 64e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale. Nous sommes aussi avec Antoine Aloukonou, analyste politique aussi. Cher invité, bonjour, bienvenue, bonne fête de l'indépendance. Bonjour, monsieur le journaliste. Première question. On est toujours fiers quand même, 1er août, d'être béninois, après tout. Oui, le 1er août est béninois après tout, puisque quand même... même si l'indépendance obtenue reste à analyser, c'est quand même une indépendance. Et ça doit être une fierté quand même pour un pays qui, en 1960, semble quitter sous le joug du colonisateur et a pris les rênes de son pays, disons au plan politique. Même si les questions de développement restent beaucoup à méditer. On va en dire deux mots, ou plusieurs même, courant cette émission. Francis Olo-Jatalé, content d'être béninois, grand patriote, un grand jour de fête, un jour de la fête nationale comme celui-ci quand même. Oui, mais écoutez, lorsqu'on sait ce qu'a été la colonisation et puis l'accession à l'indépendance, on doit s'en réjouir. Puisque depuis 1894, où les colons ont pris possession de Dahomey, nous avions vécu sous le joug colonial jusqu'en 58 où nous sommes devenus république, et puis 59 la constitution, puis le 1er août 60 nous sommes passés à l'indépendance. A priori, 60 doit être une rupture. Mais curieusement, de 60 à 2024, nous avions constaté que nous avions eu plusieurs ruptures manquées. Parce qu'on a rompu avec le colonisateur, puis on a constaté en chemin que c'était une rupture de façade. D'où le coup d'État de 72. Il y a eu un premier coup d'État le 1er octobre 63, et il y en a eu un autre en 72. Entre 63 et 72, le Bénin a connu 5 coups d'État réussis, et puis près de 8 tests constitutionnels. En 75, quand Kédougou, après avoir proclamé le marxisme-léninisme à Goro et le socialisme scientifique, en 75, il a provoqué de grands changements. On s'est dit que nous avions amorcé une véritable rupture. Mais de 75 à 89, on a senti qu'on n'a toujours pas obtenu les résultats escomptés. D'où le renouveau démocratique, avec les assises nationales qui ont accouché d'un nouveau régime. On a dit, bon, on change. Puisque nous avions connu en 60 et 72, et 74, un régime libéral. Puis 74, un régime planifié, la planification socialiste. En 89, le Bénin s'est effondré quasiment, et 90 a relancé le Bénin à l'issue de la conférence des forces vives. Dorénavant, nous avions pu mettre en place un régime libéral à nouveau. C'est pourquoi on parle de renouveau démocratique. Et on a renoué avec la démocratie. Mais de 90, on a connu plusieurs échéances électorales, en 91, 96, 2006, puis bon, en fait 2011, puis bon, en fait 2001 avant, et puis le reste. Mais, in fine,
Vous avez vu qu'en 91, on a dit il faut changer. Il faut faire la rupture aussi pour asseoir de nouveaux modes de gestion. La gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance sociale. Mais en chemin, on a compris qu'on n'a pas atteint les résultats. Malgré les efforts titanesques accomplis par le président Soglo. D'où 96. Et en 96, Kélékou est revenu. Il a fait 2 mandats constitutionnels. Mais après ces mandats, toujours l'insatisfaction. On a dit il faut aller au changement. Et il y a eu évidemment le géniteur du changement de la refondation qui est venu, Boni Yayi. D'abord changement au cours du premier quinquennat, puis refondation après le chaos de 2011. Mais à l'issue des 2 mandats constitutionnels, on n'a toujours pas obtenu la rupture. D'où le père, le chantre de la rupture qui est venu en 2016. Ça veut dire plusieurs ruptures manquées avec l'avènement d'une véritable rupture qui s'est déclinée avec un contenu de réformes. Des réformes courageuses qui ont provoqué des grincements de dents. Certaines d'entre elles sont controversées, mais nous sommes en train d'avancer puisqu'on sent qu'il y a des clignotants rassurants. Ouais. De petits pas qui se font dans la bonne direction. Ouais. Au regard du tableau que vous venez de présenter aujourd'hui, est-ce que vous êtes fier d'être béninois? Je suis fier parce que, écoutez, sur l'axe de la stabilité, le Bénin a connu les tourbillons, maladies infantiles, ce qu'on appelait les coups d'État successifs. Parce que le Dahomey post-colonial a été agité au plan politique. D'où j'ai évoqué en fait les 5 coups d'État réussis au cours de la période de 60 à 72. Bon, maintenant, la stabilité est venue de façon relative, avec la parenthèse révolutionnaire, 72-89. Mais à partir de 90, on a connu une stabilité. On peut dire qu'il n'y a plus de coup d'État. Donc, au plan politique, on peut se réjouir de la qualité de la gouvernance politique et de la maturité des acteurs qui animent la vie politique. Bon, maintenant, au plan économique, nous sommes passés d'une économie libérale entre 60 et 74. Puis en 74, on a changé de système économique. Mais à partir de 90, on a compris que le système socialiste et puis marxiste-léniniste n'ont pas engendré le développement souhaité, puisque le système était plus ou moins gangréné par un certain nombre de mauvais comportements. D'où 90, nous sommes revenus encore à l'économie libérale. Vous avez donc la nature de l'économie. Économie libérale de 60 à 74, puis économie planifiée de 74 à 89, et puis économie libérale à nouveau de 90 à nos jours. Maintenant, au plan politique, vous avez vu que nous avions eu en fait, un certain multipartisme qui a conduit le pays de 60 jusqu'en 75. Puisqu'en 75, le PRPB est né, le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Parti unique, qui a dirigé l'État, c'était un parti-État, de 75 jusqu'à l'effondrement du système en 89, avec les dérives totalitaires qui ont conduit à l'effondrement du système. Puis, 90, on a renoué avec le multipartisme intégral. Bon, donc au plan politique, vous avez vu les avancées. Bon, maintenant, dans le fond, au plan social, la gouvernance sociale, quels ont été les rapports qui ont existé entre les gouvernants et les gouvernés entre 60 et puis 72, puis de 72 à 89 et de 90 à nos jours. Quand vous faites le constat, il y a des avancées, certes, il y a des défis qui persistent, mais il y a aussi des opportunités que sont en train de saisir. Ouais. Donc le chantier est ouvert. D'ailleurs, M. Adoukoun l'a dit tout à l'heure, qu'il y a la grande question des développements qui persiste encore jusqu'à présent aujourd'hui. Quand vous regardez tout ce qui est fait de 1960 à aujourd'hui, 2024, est-ce que vous êtes fier de ce qui se fait? Bon, disons que dire qu'on est fier, c'est ne pas vouloir voir la réalité en face, puisque les questions de développement sur le continent africain reste un sujet tabou. Et il ne peut en être autrement, parce que si vous observez bien l'histoire des indépendances, il y a un constat important qu'il faut faire. Vous allez voir les périodes d'avant les indépendances, ceux qui ont lutté pour réclamer l'indépendance, puisque ça a été une réclamation. Si vous voyez les grandes figures qui ont fait ces luttes, et que vous voyez ceux qui ont pris le pouvoir
quand l'indépendance a été donnée, vous verrez que l'écart était au grand. C'est-à-dire que ceux qui ont fait les luttes, ce ne sont pas ceux-là qui ont pris le relais quand l'indépendance a été donnée. Ils ont été écartés, c'est ça? Ils ont été écartés par le colon. Si vous prenez notre exemple ici, Hubert Maga, qui a pris le pouvoir en 60, et que vous voyez les luttes qui ont précédé les indépendances, personne ne vous citera le nom. Une chose est certaine, nous aurons un élément tout à l'heure sur les grands événements qui ont précédé justement les indépendances. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà, la base est déjà faussée. Parce que ceux qui ont lutté... Qui étaient ces principaux acteurs bon, avant 60? Je n'ai pas la mémoire ici pour vous citer les noms, mais quand vous allez lire l'histoire, vous verrez que un peu partout en Afrique, c'est ceux qui ont fait ces luttes, non pas ceux qui ont été propulsés au devant de la scène. C'est d'autres personnes qui ont pris le pouvoir. Donc déjà, il y a un problème, parce que ceux qui ont lutté, c'est peut-être ceux qui portent la vision, qui pensent qu'il faut changer de paradigme. Mais si, par la force des choses, c'est quelqu'un qui n'a pas lutté, qui a pris le relais, c'est normal qu'il y ait déjà des problèmes. Parce que celui qui a pris le relais, comment il a pris le relais? Avec certainement le soutien du colonisateur qui, bon, a donné l'indépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si déjà ceux qui ont fait ces luttes, la plupart ont été écartés pour prendre le pouvoir, c'est que pour moi, le relais est déjà mal parti. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, personnellement, je pense que l'indépendance que nous avons obtenue, elle n'est que politique. Ce n'est pas une indépendance économique. D'accord? C'est une indépendance politique. Et quand c'est une indépendance politique, cela suppose que ce n'est pas une fin en soi. Parce que moi, personnellement, je conçois que aucun régime politique n'entraîne le niveau de développement. Aucun régime politique n'entraîne le niveau de développement. C'est beaucoup plus la vision de ceux qui gèrent le pays, ceux qui portent le régime, qui propulsent le développement. Si vous observez bien, par exemple, tous les pays du monde ne font pas la démocratie. Il y a des pays, la Chine ne fait pas la démocratie occidentale. La Russie ne fait pas la démocratie occidentale. Mais aujourd'hui, du point de vue économique, si je me réfère aux statistiques du Fonds monétaire international, c'est que il y a un grand nombre de pays qui ne font pas la démocratie et qui, au plan de développement quand même, laissent beaucoup de chiffres à contempler. Oui, mais c'est le choix politique, c'est le choix de chaque pays. C'est ça que je vous dis. Ouais. C'est pour dire que, quel que soit le régime politique, fût-il militaire ou chose là, ouais, c'est beaucoup plus la vision, ouais, de ceux qui portent le régime, ceux qui gouvernent, ouais, qui peuvent nous conduire vers le développement. Voilà. Si vous voyez le cycle constitutionnel béninois, de 59 à 89, nous avons connu 9 constitutions et tests constitutionnels. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? J'ai compris que le colonisateur a compris quand même que c'est ceux qui sont là qui peuvent faire le développement. Et si les gens sont là, et peut-être ils ne font pas le jeu du colonisateur, il met les bâtons dans les roues pour changer. Non, mais peut-être on affirme beaucoup. Là. Non, c'est pas qu'on affirme, parce que les coups d'État, tout ça là que vous observez, ne sont pas dus seulement à la recherche permanente de pouvoir de ces Africains-là, mais pour le faire aussi, ils ont toujours des soutiens de l'autre côté. Oui. On retient déjà que de votre côté, la fierté est teintée d'un peu d'une petite note de tristesse. Du côté de M. Attadé, c'est une fierté
apparemment complètement absolue. Mais avant de revenir justement sur cette fierté-là dont nous parlons, hier, à l'occasion, à la veille justement de ce 64e anniversaire d'indépendance du Bénin, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a adressé un message à toute la nation béninoise. Il était justement, pour la circonstance, accompagné des meilleurs du Bénin aux différents examens nationaux. Nous allons rapidement suivre un extrait de son message avant de revenir sur ce plateau. La tradition, c'est quoi? Quand il y a une fête, qu'est-ce qu'on fait? On se dit bonne fête aux uns, aux autres, aux parents, aux voisins, à tout ça. Oui. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'honneur dans tout le Bénin. Tout le Bénin vous regarde. Hein? Donc, vous allez adresser un message aux parents, aux autres enfants qui ne sont pas ici, au Bénin entier, pour la fête de l'indépendance qui aura lieu demain. Donc, moi, je vous accompagne. C'est vous qui allez souhaiter bonne fête à nous tous. Je vous accompagne. Aux enfants du Bénin, aux parents, aux Béninoises et Béninois, nous souhaitons une joyeuse fête de l'indépendance. Bonne fête à tous alors. Merci les enfants. Merci aux parents. Merci. Bonne fête à la nation entière. Bonne fête à nous aussi, à nous tous ici présents. Merci. Voilà, c'était le message du président de la République et je voudrais mettre beaucoup plus l'accent sur les enfants qui entouraient le président pour la circonstance. Ce sont les meilleurs aux différents examens, le CEP, le BEPC, le bac et consort. Cette fierté, est-ce qu'elle est toujours teintée de tristesse quand vous voyez cette image-là? Non, je pense que cette image, bon, je dirais que c'est très bien parce que si le président de la République arrive en ces circonstances à échanger avec les meilleurs du Bénin, cela suppose d'abord que l'espoir est permis. L'espoir est permis et cela permet d'encourager les autres enfants à faire plus d'efforts. Parce que cela suppose que si vous faites un bon travail, la nation vous regarde et la nation saura vous récompenser. En fait, ces enfants, c'est l'avenir du Bénin. Donc ce geste, à ma foi, elle est la bienvenue, il est la bienvenue dans un contexte où nous célébrons quand même l'indépendance de notre pays, et même si c'est une indépendance de façade. Ouais. Monsieur Attadé, quel est-il fait de cette image-là, surtout avec ces enfants autour du chef de l'État, en cette période où il y a d'énormes réformes qui sont en cours, surtout dans le secteur de l'éducation? Je crois qu'il y a trois petites choses que je vais dire. Je n'ai pas qualité à enseigner l'histoire du Bénin à mon frère et ami. Je n'ai même pas la vocation, ni la prétention. Mais je le dis en fait que moi je suis fier. Pourquoi? Premier aspect. Vous savez que c'est en 1946 qu'on a créé le premier parti politique au Dahomey, 1946. L'UPD, l'Union progressiste dahoméenne, qui s'est atomisée en 1947 pour donner plusieurs partis. Et au nombre des partis, il y a le PRD de Souloumigan Apiti, il y a l'UDD de Aromadegbe, il y a le MDD de Hubert Kotoukou Maga. C'est les acteurs qui ont milité, en fait, qui sont venus au pouvoir. Mais c'est vrai que l'indépendance, je n'ai pas de rupture manquée. On a constaté qu'il y a eu une rupture conjoncturelle, mais il y a eu des permanences structurelles. Les organismes qui étaient installés par le colonisateur pour financer le développement ont changé de nom, mais pas de mission. Si bien que vous avez vu, pourquoi j'ai dit fierté? Autrefois, pour les travaux d'infrastructure, il y a un bureau central d'outre-mer, un bureau central d'études pour l'équipement de l'outre-mer. Et pour l'exécution matérielle, ce n'était que des entreprises françaises. Aujourd'hui, le constat est qu'il y a plusieurs bureaux, il y a plusieurs entreprises. Donc, on peut se réjouir de ce que le colonisateur d'hier n'a plus la main totalement mise sur l'économie. C'est vrai qu'en 1960, quand on a pris l'indépendance, on a dû recourir à l'expertise du colonisateur, notamment les experts, les anciens techniques qui sont venus nous aider à concevoir les différents plans de développement. Le plan 62, 65 par exemple, a été fait rien que par les experts français. Celui qui a suivi 66, 70, c'est avec la contribution toujours des experts français. Ça veut dire que les Dahoméens n'ont pas été investis dans l'élaboration de la planification du développement. On peut comprendre que... Est-ce qu'ils en avaient les moyens? Est-ce qu'ils en avaient